Je suis né à Kosong, Gyeongsang du Sud, à côté de l'île Kojé et de la ville de Tongyang. J'y ai vécu 11 ans. Après, je suis allé à Séoul parce que mon père était fonctionnaire, donc je suis allé à Séoul et j'ai fait 2 années de l'école élémentaire à Séoul, et puis le collège, le lycée et l'université. Donc la faculté des lettres de l'Université nationale de Séoul, et j'ai fait la langue et la littérature française. Et l'université en Corée dure 4 ans, et au milieu, après avoir fait 2 années d'études, je suis allé à l'armée et j'ai fait 3 ans de service militaire, puis réintégré l'université. Et en 71, je me suis présenté au concours de sélection de boursiers du gouvernement français et j'ai été sélectionné. En 71, je suis arrivé en France, j'avais 25 ans et j'étais boursier du gouvernement français. Et je devais aller à faire les études à Caen, dans le Calvados. Et à l'université de Caen, j'ai suivi les cours de français pour les étrangers, et en même temps, j'ai voulu faire l'histoire, donc je me suis inscrit en licence d'histoire, et l'année suivante, en 72, j'ai fait la maîtrise d'histoire, et à la fin de l'année scolaire 72, j'ai terminé licence et maîtrise en histoire. C'était en 73. Et en automne 73, je suis venu à Paris et je me suis inscrit en doctorat à l'université Paris 4, Paris-Sorbonne. Et j'ai commencé ma thèse d'histoire sur les relations économiques et financières entre la France et le Japon de 1859 à 1914. Et j'ai terminé ma thèse en 1977. Et puis, à l'époque, les étudiants n'avaient pas beaucoup de ressources, et puis même les parents, la bourse c'était pour 2 ans, bon, et n'avaient pas beaucoup de ressources, donc je devais travailler, les étudiants faisaient de petits boulots. Et en 83, un cours de coréen LV3 a été créé à la faculté des langues de l'université Lyon 3, Jean Moulin. Et depuis toujours, une vingtaine de langues étrangères sont enseignées à la faculté des langues, non seulement pour les étudiants, mais pour les personnes qui travaillent dans les entreprises. Donc ces cours ont lieu le soir. Il y avait un cursus complet à Paris 7, c'est-à-dire licence, maîtrise, DEA, doctorat, et à INALCO. Et puis en province, l'université Lyon 3 était la première université qui avait ouvert un cours de coréen en province. Donc à l'époque, j'habitais toujours à Paris et je voyageais à Lyon pour mes cours. La première année, 3 heures de cours, et puis deuxième année, troisième année, il y avait 7 heures de cours, et on a mis 7 heures de cours dans la même journée. Donc je partais le matin très tôt à Lyon, et après avoir fait 7 heures de cours, je rentrais le soir. Et j'ai commencé à enseigner à Paris 7, université Paris Diderot, Paris 7, à partir de 1985. Donc on m'a donné 1 ou 2 cours à Paris 7 sur l'histoire de la Corée. Et donc j'étais toujours chargé de cours à cette époque. Et en 88, un poste de maître de conférence a été créé à l'université Lyon 3
Donc j'ai été recruté comme maître de conférence. Et j'ai continué toujours mes cours à Paris 7. À Lyon, j'ai enseigné essentiellement la langue. À Paris 7, j'ai donné des cours d'histoire de la Corée. Donc à Lyon 3, le coréen était d'une vingtaine de langues enseignées en DU, diplôme universitaire, et ouvert aussi aux étudiants. Les étudiants pouvaient choisir une langue comme leur matière optionnelle mais obligatoire pour leur diplôme, qui comptait donc dans le diplôme de licence. Et les étudiants qui suivaient le cours de coréen, c'était des étudiants en DEUG ou licence de japonais, surtout japonais et de chinois. Et quelques étudiants en arabe aussi. Et puis il y avait des personnes qui travaillent dans les entreprises qui s'inscrivaient à la formation continue de Lyon 3. Et les personnes extérieures devaient payer une somme assez importante. À l'époque, je crois qu'un peu plus de 1000 francs pour l'année. Et donc, ces deux catégories d'apprenants, étudiants et des personnes qui travaillent, suivaient le cours de coréen. Mais avoir suffisamment d'étudiants en deuxième année, troisième année, c'était sur 3 niveaux. 1h30, 2 fois par semaine, donc sur 3 niveaux. Et à la troisième année, il y avait une heure de cours de civilisation. Et donc, pas beaucoup d'étudiants. En troisième année, peut-être 2, 3. En première année, une dizaine, quinzaine. Et puis en deuxième année, une dizaine. Et il y avait par la suite un DEUG de coréen qui a été créé, mais il n'y avait pas d'étudiants non plus. Pas beaucoup, vraiment. En DEUG d'étudiants, il était difficile d'avoir 5 étudiants en première année. Et puis en troisième année, à peine 1 ou 2. Donc pour l'université, c'était difficile de le maintenir. Et le grec moderne était dans la même situation que le coréen. À Lyon 3, il y a aussi un service de formation continue pour les personnes pour les personnes âgées, retraitées. Et donc à la formation continue, il organisait des cycles de conférences sur des matières vraiment très, très diverses, civilisation antique, ou la Bible, ou de civilisation de l'Asie orientale. Donc dans ce cadre-là, j'ai organisé un cycle de conférences sur l'Asie orientale, donc la politique, la société et l'histoire, relations entre la France et les pays asiatiques. Et c'était difficile, c'était un public tout à fait différent. Les étudiants sont sages et suivent les professeurs, ils obéissent, mais c'était des adultes, donc il y avait des revendications et des commentaires, donc c'était un public tout à fait différent et c'était difficile. Oui. C'est pour cela que j'ai fait une année d'un cycle de conférences sur l'Asie orientale, mais après je n'ai pas continué, mais quelquefois je devais faire quelques conférences dans ce cadre-là. J'ai dirigé les thèses sur les études coréennes à l'université Paris Diderot Paris 7 à partir de 2000. C'était l'école doctorale, aujourd'hui école doctorale 131. Et j'ai dirigé cette thèse sur des
thèmes très variés comme les relations franco-coréennes à la fin du 19e siècle par Pascal Groth, qui enseigne actuellement en Corée du Sud. Et puis la guerre de Corée de Laurent Kijufit, qui travaille à la bibliothèque Bulac. Et puis il y a Madame Lee Min-suk, épouse Wang, qui est maître de conférence à Lyon 3. Elle a fait une thèse sur la littérature coréenne contemporaine, sur Kim Dong-lee. Et puis Stéphane Thévenet a commencé sa thèse sur le drame coréen ici, mais il a changé de directeur, donc il est parti à l'université de Paris 3 et il est actuellement maître de conférence à INALCO. Et puis il y a d'autres étudiants qui ont fait leur thèse sous ma direction sur l'adoption des enfants coréens à l'étranger et en Corée. Et l'adoption était un sujet important dans la société coréenne, parce qu'il y avait beaucoup d'enfants qui ont été abandonnés. Et, à l'époque, juste après la guerre de Corée, comme il y avait beaucoup de soldats américains, il y avait des métis de femmes coréennes et soldats américains. Et puis aussi les parents coréens abandonnaient leurs enfants, et un grand nombre de ces enfants abandonnés ont été adoptés à l'étranger, dans les pays occidentaux comme les États-Unis, Canada, Australie, France, Allemagne, Angleterre. Et donc cette thèse, en 10 ans, et il y avait pas mal d'étudiants qui sont inscrits en thèse, mais qui ne pouvaient pas terminer. Donc il y a pas mal d'abandons aussi. Et en 10 ans, donc entre 2000 et 2012, jusqu'à ma retraite, et après un petit peu aussi, j'ai participé au jury d'une quarantaine de thèses dans plusieurs universités françaises, que ce soit à Lyon ou Paris, sur des thèmes très variés, hein, comme linguistique, didactique, traduction, histoire, ou en sociologie. Donc à l'université de Caen, en maîtrise, j'ai étudié l'évolution démographique de la ville de Caen dans les années 1890. Et ensuite à Paris, j'ai fait ma thèse sur les relations entre la France et le Japon de 1859 à 1914. Donc ça correspond à l'époque de Meiji. Là, il y avait donc contribution des Français pour la modernisation du Japon, et puis le commerce de la soie entre le Japon et Lyon. Mais je n'ai pas continué donc mes études sur le Japon, sur les relations franco-japonaises. Et puis, quand j'ai commencé à enseigner, je suis passé aux études coréennes. Donc je me suis intéressé à l'histoire moderne et contemporaine de la Corée, et puis l'histoire économique et l'évolution démographique de la Corée. Et puis pour enseigner la langue, j'ai étudié moi-même tout seul la grammaire du coréen. Et ensuite, je me suis intéressé à la question de Dokdo. Dokdo, une île dans la mer de l'Est que le Japon réclame de temps en temps, et qui crée la tension entre la Corée du Sud et le Japon.
Et aussi la question de l'appellation de la mer entre la péninsule coréenne et l'archipel japonais. C'est-à-dire cette mer, sur les cartes du monde entier, c'est mer du Japon, mais les Coréens appellent cette mer de l'Est. Donc je me suis intéressé à ces deux questions, c'est plus récemment, à partir du milieu des années 90, et ça continue toujours un peu. Et puis les relations diplomatiques entre entre la France et la Corée. Depuis l'arrivée des missionnaires français en Corée, au début du 19e siècle et jusqu'à nos jours. Donc l'histoire de l'Église catholique et puis les relations diplomatiques entre la France et la Corée. Donc ce sont mes thèmes de recherche. Il y a deux personnes importantes pour ma carrière d'enseignant en France. C'était d'abord Maurice Coyot et M. Lyok. Maurice Coyot était directeur de recherche au CNRS. Il est décédé en décembre 2015. C'est un linguiste, mais qui s'intéressait beaucoup au folklore et aux contes. Il a traduit donc les contes japonais d'abord, 180 contes populaires du Japon, et ensuite il m'a proposé de traduire les contes coréens. Et nous avons traduit ensemble en tout 150 contes qui sont publiés dans plusieurs ouvrages. D'abord, Contes et légendes de Corée, et ensuite un éditeur de Lyon, Fédérope, a publié sous le titre de La tortue qui parle. Et par la suite, nous avons donc fait plusieurs volumes de contes et qui a été repris par Gallimard dans la collection Connaissances de l'Orient sous le titre de Tigre et Kaki. Et aujourd'hui, récemment, il y a 2 ans, Gallimard a fait un livre sur les contes coréens tiré de Tigre et Kaki sous le titre de Pourquoi l'eau de mer est salée. Je dirais que c'est l'ouvrage sur Tokto, la Tokto Jirisan Jebalgyon, la redécouverte des îlots Tokto du point de vue de géographie et d'histoire. Et cet ouvrage a été refait, c'est-à-dire augmenté et refait en 2005, et puis la version en anglais en 2010. Et donc cet ouvrage est considéré comme un chef-d'œuvre, peut-être un des 3 meilleurs livres sur la question de Tokto en Corée. Il y a à peu près 200 ou 300 titres sur Tokto, mais c'est un des meilleurs livres. Et mon ouvrage est basé sur les documents occidentaux que les chercheurs japonais et coréens n'ont pas accès facilement. Donc bien avant le début de mes cours à Lyon 3, je me suis mis à étudier la langue coréenne, mais c'était aussi pour faire un livre. Donc j'ai travaillé entre 81 et pendant 6 ans, et le tome 1 de Grammaire du coréen a été publié en 87. Ces 2 tomes représentent à peu près 800 pages de texte, et j'ai organisé à ma façon, c'est-à-dire que dans le tome 1, ce qui est le plus important, c'est les particules josa, et ensuite les verbes. Les verbes coréens sont vraiment très difficiles, hein. Il y a 2 sortes de verbes, verbes d'action, 동사, et verbes de qualité ou adjectifs, 형용사. Donc, 동사, particule et
dans le tome 2, autre élément moins important, parce que dans la langue, surtout le coréen, ce qui est le plus difficile, c'est le verbe, la conjugaison, et puis les terminaisons, parce qu'il y a plusieurs degrés de politesse. Donc pour écrire la grammaire du coréen, j'ai consulté des ouvrages en coréen et puis moi-même j'ai fait un peu de recherche et publier un livre sur le coréen, surtout à cette époque, c'était difficile parce que l'éditeur ne publiait pas de livres sur la Corée. J'ai proposé à l'Asiathèque qui avait publié déjà la traduction de M. Orange et Kim Soo-jung, Park Si-jeon, mais l'Asiathèque ne voulait pas publier mon livre. C'était après, mais en tout cas j'avais l'intention de publier moi-même, donc et puis faire composer l'ouvrage par un éditeur à l'imprimerie. Ça aussi c'était difficile, parce que il y avait beaucoup de caractères coréens, le texte en coréen. Donc j'ai acheté une belle machine IBM avec boule et puis une machine à écrire coréenne. Et avec ces deux machines, j'ai tapé moi-même. C'était difficile. D'abord, je tapais la partie de texte en français en laissant la partie pour le coréen. Et je retirais le papier après avoir tapé le français et puis je répétais sur la machine à écrire coréenne et il fallait recadrer exactement l'endroit où je devais taper. Donc l'espace aussi, la longueur, c'était difficile. Je devais refaire plusieurs fois la même page, tout retaper, parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de ce qu'on appelle le word processor. Donc il était impossible de trouver un éditeur. D'abord c'est un ouvrage assez spécialisé, il n'y avait pas beaucoup d'étudiants dans les universités, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de public. Un ouvrage de 400 pages. Et c'est pour cela que je l'ai publié moi-même. C'est-à-dire, Maurice Koyo a traduit des contes et ça a été publié chez les éditeurs comme Maisonneuve et la Rose, 180 contes du Japon. Et puis il a publié beaucoup d'autres ouvrages par lui-même. Donc pour publier ces livres, il a fondé une association qui s'appelle le PAF pour l'analyse du folklore. Donc lui et moi, nous étions auteurs et éditeurs de nos propres livres, donc dans le cadre de PAF, Association pour l'analyse du folklore. Et donc après avoir terminé, après avoir achevé le manuscrit, je l'ai porté à l'imprimeur qui s'appelle la Manutention à Mayenne. À Mayenne, donc j'ai travaillé toujours avec cet imprimeur Manutention à Mayenne, donc j'apportais mon manuscrit à Mayenne. Je prenais le train le matin et puis j'ai rencontré les responsables de publication. Et puis la couverture a été conçue par l'imprimeur avec aux couleurs. Et l'intérieur, c'est des machines à taper, avec quoi j'ai tapé donc le texte français et coréen. Le coréen pratique aussi même chose, et la grammaire tome 2 aussi même chose. C'était donc très difficile à réaliser. Pour le tome 2, il y avait la machine. La machine, c'est ancêtre de l'ordinateur. Dans toutes les universités donc, françaises, il y a aujourd'hui beaucoup d'étudiants qui veulent apprendre le coréen. Beaucoup d'étudiants. Mais jusqu'ici, il n'y avait pas de cours
de coréen dans le secondaire. Dans le secondaire, il n'y avait pas l'enseignement du coréen. Et donc, au début, l'ambassade attachée, le service d'éducation de l'ambassade de Corée a bougé un peu pour créer un cours de coréen. D'abord, on a mis les ateliers de culture coréenne dans quelques lycées. Le premier lycée, c'était un lycée Camille 500 à Rouen. On a commencé donc les ateliers. Les ateliers, c'est pour... on prend quelques heures de cours d'un enseignant, professeur de musique ou professeur de histoire, quelques heures, et avec ces heures, des animateurs coréens faisaient ateliers de culture coréenne. C'est samulori, avec tambour, kengari, gong, ou bien calligraphie, ou dessin, ou taekwondo, ou autre chose. Et ensuite, en 2011, un cours de coréen a été créé au lycée Camille Saint-Saëns à Rouen d'abord. Donc ce cours, les cours sont payés par l'Académie de Rouen. C'est un cours de coréen dans le cursus des élèves de lycée. Et un autre cours a été créé à Bordeaux, au lycée François Magendie de Bordeaux, et un autre cours à Paris, au lycée Victor Duruy. Donc au début, 3 lycées ont commencé à enseigner le coréen dans le cursus de ces lycées. Et par la suite, nous avons continué les ateliers dans d'autres collèges et lycées. Et pour faire marcher ces ateliers et des cours de coréen, il a été créé une association. C'est-à-dire, cette association s'appelle AFELAC. AFELAC, c'est Association française des enseignants de langue et culture coréenne. Donc l'AFELAC a été créé en 2009. Et depuis la création, je suis le président de cette association. Et aujourd'hui, dans 35 collèges et lycées, nous faisons dans 8 régions françaises, comme Rouen, Bordeaux, Strasbourg et Dijon. Dans 8 régions françaises et dans 35 collèges et lycées, nous animons donc les ateliers de culture coréenne. L'année dernière, par la décision du ministre de l'Éducation, Madame Belkacem, au mois d'avril, le coréen est inscrit comme langue LV2, LV3, comme langue obligatoire pour le baccalauréat. Mais quand même, il est difficile de faire ouvrir un cours de coréen dans les lycées. Et si le cours est ouvert, c'est l'académie qui paye les chargés de cours. Et il y a aussi 2 postes de contractuels de l'enseignement du coréen. Si on joue, le coréen est enseigné dans beaucoup de collèges et lycées, en LV2 ou en LV3. Il faut créer les cours de préparation de CAPES ou agrégation à l'université. C'est-à-dire à PAD7, il doit créer un cours pour la préparation de CAPES ou agrégation. C'est ce qu'on doit faire un jour s'il y a beaucoup de demandes, s'il y a beaucoup d'élèves au lycée. Parce qu'en japonais et en chinois, il y a pas mal d'agrégés et pas mal de capétiens qui enseignent
le chinois ou le japonais en tant qu'enseignant titulaire. Et le coréen, ce n'est pas encore le cas. Il y a deux ou trois contractuels pour l'enseignement du coréen au lycée, et puis les autres sont chargés de cours. Et c'est très difficile de faire implanter donc, le cours de coréen dans le secondaire, mais il faut le faire. Voilà ce que nous essayons de faire ou aider dans le cadre de nos actions de la FELAC. Voilà.